Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Après l'euphorie du Sacre des Lions à la CAN, le gouvernement et la population ont été vite rattrapés par la dure réalité de la vie. Hausse des prix des produits de grande consommation, perturbations dans les secteurs de l'éducation, de la santé, entre autres. Le président de la République reste silencieux sur ces problèmes nationaux. On a plutôt droit à un Macky Sall international, présidence de l'Union africaine, sommet UE-UA. Bonjour, cher Yerim Seck. Bonjour, Babacar. On va encore évoquer à nouveau la victoire de l'équipe nationale de football du Sénégal à la CAN 2021. Il n'y a pas que les Lions qui savourent, il n'y a pas que les supporters qui sont contents, les politiques aussi qui profitent bien de ce contexte. Le premier d'entre eux, il s'appelle Macky Sall, le président de la République, qui continue de surfer sur la vague de cette victoire. Justement, Babacar, parce que le football, ce n'est plus que du sport. Le football, aujourd'hui, c'est le premier label qui brande un pays. Le football, c'est un des principaux vecteurs du tourisme. Le football, c'est aujourd'hui une des données les plus importantes de la politique. Le football, aujourd'hui, c'est de la géopolitique. Le football, aujourd'hui, c'est des relations internationales. Un pays comme le Brésil, par exemple, a été fait par le football, tout simplement. Donc, la victoire des Lions est intervenue dans une conjoncture politique particulièrement difficile pour le pouvoir. Il est naturel que Macky Sall, politique par toutes ses fibres, profite de cette victoire pour se refaire une santé politique. Ouais. Et vous qui avez travaillé dans un média international, Jeune Afrique, dites-nous alors quels sont les avantages d'une telle consécration pour le Sénégal à tout point de vue. Vous évoquez la diplomatie, l'économie, la géopolitique. Justement, d'abord, l'avantage le plus immédiat, c'est que ça renforce in concreto le prestige international du pays. Voilà. Pendant les 2 jours qui ont précédé ou qui ont suivi la consécration des Lions, le Sénégal était partout sur tous les médias internationaux. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est quand même un trophée qui positionne la jeunesse du Sénégal comme étant, en termes de football, en tout cas au moment où on parle, la première jeunesse de l'Afrique. Ce n'est pas rien. Et puis, je le disais tantôt, la Coupe est intervenue dans une conjoncture politique assez difficile pour le pouvoir. Mais la réaction populaire, évidemment, la joie consécutive à cette consécration qui est une première depuis l'indépendance, a concrètement donné un nouveau souffle au régime. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que jusqu'à présent, un nouveau Premier ministre n'a pas été nommé, un nouveau gouvernement n'a pas été mis en place. Parce que peut-être Macky Sall ne veut pas polluer voilà, simplement parce cette euphorie par des choses politiques. Justement, on est dans un nouveau souffle politique. Et le président de la République, qui est politique par toutes les fibres de son corps, comprend mieux que quiconque qu'il faut encore un peu plus surfer sur, disons, cet état de grâce, sur cette vague d'euphorie, n'est-ce pas, et puis ne pas perturber les Sénégalais par un remaniement qui risque de, comme tous les remaniements d'ailleurs, de générer des mécontentements, etc., des conciliabules de toutes sortes. Et l'inauguration du Stade du Sénégal, après-demain, mardi, on annonce la présence de plusieurs chefs d'État à cette cérémonie d'inauguration du stade que Macky Sall a fait construire à Diamniadio, à la périphérie de la région de Dakar. La présence de ces chefs de l'État aussi rejoint ce que vous soulignez depuis le début de cette émission. Justement, évidemment, dans la droite ligne de cette euphorie, dans le droit de cet état de grâce, Macky Sall a compris que c'était le moment opportun pour inaugurer à grande pompe le stade du Sénégal. Qui soit dit à pensant doit être mis quand même à son actif. Pour la petite histoire, l'idée de cet stade a germé dans la tête du président lorsqu'il est allé à Moscou au cours d'une des rencontres de la Coupe du Monde de 2018. Le président a assisté à un match. Sénégal-Pologne, le premier match de Lyon, c'est mondial.
justement au stade du Spartak de Moscou. Au cours de la mi-temps, il a rencontré le président du Spartak de Moscou pour lui dire, écoutez, je veux un stade comme ça au Sénégal. Voilà, gouverner, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire faire des rêves, avoir de l'ambition pour son pays et se donner les moyens de réaliser les ambitions. Peut-être pas à n'importe quel prix non plus. Le prix n'est pas choquant. 150 milliards de francs CFA. Non, n'est pas choquant au regard, parce que le même stade a été fait au Cameroun, stade Olymbe. Non seulement les travaux ont duré 5 ans, mais le stade a coûté 300 milliards. Le Sénégal a fait le même stade en 17 mois et le stade a coûté... On n'est pas sûr de toutes les garanties de transparence au Cameroun non plus. Oui, mais le Sénégal a coûté un peu moins de 150 milliards, la moitié du prix. Donc, je pense que sur ce coup, l'État du Sénégal... La Côte d'Ivoire a fait un joli stade du même standing avec 3 fois moins ce prix que le Sénégal a payé. Oui, mais est-ce que... Non, je ne pense pas que ce soit le standing. Parce que le stade actuel, le stade du Sénégal, est aujourd'hui au niveau du standing le plus élevé. Ça, c'est vrai, tous les spécialistes le disent quand même. Bon, bref, moi je pense, vous savez... Ce sont des questions importantes. Oui, on ne peut pas non, je suis faire fi de ça. Non, je suis parfaitement d'accord. Voilà. Mais moi, je parle pense... de ressources publiques. Non, je suis parfaitement d'accord, Babacar. Mais je pense que aussi il y a... Pour une fois, tu sais, j'ai fait un éditorial il n'y a pas longtemps, intitulé « Ne laissez pas ces querelles d'argent dévoyer la victoire du Sénégal. » Vous savez, bon, il y a des choses, il y a... La polémique sur les primes. Voilà, parfois, il faut faire la part des choses entre le symbolique et le matériel. C'est très important. Un pays ne vit pas que de matériel. Il y a aussi du symbolique. Je pense que ce stade a son standing devant accueillir le match qualificatif des Lions pour la future Coupe du Monde. Ce stade qui est inauguré à quelques jours de notre victoire, je ne peux pas laisser moi des querelles d'argent entacher ce bijou. Tu vois, il y a des moments où ce n'est pas des querelles politiciennes qui sont en cause. Il y a des moments où c'est le Sénégal en tant que tel, en tant qu'entité transcendantale, qui transcende toutes les forces. Toutes les on ne va pas être d'accord avec vous, chéri. Oui. C'est pas parce que notre pays est chanté partout après cette victoire qu'il faut fermer les yeux sur tout, qu'il ne faut rien dire, qu'il ne faut pas faire des observations, qu'il ne faut pas formuler des critiques. Non, je suis d'accord. Mais dans la vie d'un pays, il y a, j'allais dire, même des moments d'union sacrée. Il doit y avoir des moments de grâce, d'accalmie dans l'intérêt du pays. Et il y a des moments où le symbolique doit être au-dessus de... C'est-à-dire le prestige du pays doit être au-dessus de certaines querelles. C'est mon avis, hein. Je peux me tromper, mais c'est mon avis. Mon avis, c'est que le stade du Sénégal, que j'ai eu le privilège, moi, de visiter, et Dieu sait que je suis entré dans des stades dans le monde. Hein. J'ai vu énormément de stades dans le monde. Le stade du Sénégal est un stade de très grand standing. C'est ça la réalité. Maintenant, ce stade-là, fait dans les conditions comme ça, dans ces conditions de temps, avec ce niveau de qualité, moi, le fait que le Sénégal ait payé 150 milliards ne me choque pas. Parce qu'un stade de ce même standing a été payé au double pour 2 fois plus de temps au Cameroun. On ne va pas revenir là-dessus. Ouais. Stade construit par les Turcs, la Turquie, les entreprises turques. On annonce à cette cérémonie d'inauguration la présence du président Recep Tayyip Erdogan, qui va encore lui aussi profiter de cette occasion pour davantage positionner son pays sur le continent. Voilà, là vous soulevez un vrai problème, Babacar. Ça, c'est un vrai problème. La question de savoir si on sera un éternel consommateur de l'expertise internationale ou si on fera un effort pour renforcer l'expertise nationale. Ça, c'est une vraie problématique. Ça, je suis d'accord. J'aurais vu, par exemple, à travers ce stade, un consortium fondé certes par des Turcs du fait de leur savoir-faire, mais porté par des entreprises sénégalaises. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça, c'est de vraies problématiques qu'il faut poser. Étant entendu qu'il n'y a pas de développement sans préférence nationale. Et sans préférence nationale, il n'y a pas de nation, tout simplement. Donc l'idée de la préférence nationale économique, ça c'est une idée qui me parle. Quand on formule une critique aujourd'hui disant que l'expertise locale devait être plus associée, mieux associée, ça c'est une critique que je peux entendre. Le positionnement de la Turquie et de son président Recep Tayyip Erdogan. Ouais. La Turquie est aujourd'hui une puissance presque impérialiste, un peu partout en Afrique, parce que d'abord, c'est un pays qui, de par sa culture, sa civilisation, est plus proche religieusement, culturellement que certains pays africains, surtout d'obédience musulmane.
Et Erdogan, qui s'ouvre sur la carte tiers-mondiste, parle bien, parle mieux à certains chefs d'État africains que certains leaders occidentaux. C'est ce qui explique cette percée de la Turquie, qui, encore une fois aussi, a fait des percées extraordinaires au cours de ces 20 dernières années. Et ça, c'est ça aussi. Et la leçon, justement, que nous enseigne la Turquie, c'est que le sous-développement n'est pas une fatalité, au fait. Et que, autant des pays comme la Turquie, le Maroc s'en sortent, autant nous, on doit encourager notre secteur privé national, autant on doit faire de vraies options, on doit faire les ruptures qu'il faut pour, encore une fois, faire avancer ce pays. Ça aussi, c'est une autre leçon qu'on peut tirer de la construction de ce stade. On pointe souvent à la légèreté de nos entreprises à faire des choses de qualité. Vous pensez que c'est fondé, cette opinion-là, sur les capacités des entreprises locales à faire de bons produits? Pour que les entreprises turques deviennent ce qu'elles sont aujourd'hui, il a bien fallu qu'on les aide. Rien à dire. Pour que les entreprises marocaines se positionnent aujourd'hui parmi les entreprises les plus performantes d'Afrique, il a bien fallu le volontarisme du roi Mohamed VI. C'est-à-dire, Thomas Jefferson, quand il a voulu faire les États-Unis, il a recensé 300 familles auxquelles il a donné des moyens pour les positionner sur des secteurs stratégiques pour créer le capitalisme américain. Nelson Mandela, quand il a voulu casser la discrimination du point de vue de l'accès à la richesse, de la discrimination capitalistique du régime de l'apartheid, il a créé des milliardaires noirs qui sont aujourd'hui à la tête de MTN et de beaucoup d'entreprises parmi les plus grandes au monde. Donc, Cyril Ramaphosa, l'actuel président, justement, a fait du business. C'est un État qui crée son secteur privé. Je veux dire, ça n'a aucun sens pour un État de dire que son secteur privé est léger. Non. Il faut épauler le service public, le secteur privé, il faut l'aider. Il faut le professionnaliser, il faut le pousser à se professionnaliser, il faut lui imposer des règles de compétition internationale en le mettant dans les conditions pour gagner dans ce monde en éternelle compétition. On reste sur la géopolitique puisqu'on parlait de la Turquie et de son président, Erdogan. La Turquie qui se déploie sur le continent, la Russie tente le coup, après la Centrafrique, maintenant le Mali, même si le prétexte où l'argument de la Russie, c'est de dire le groupe Wagner, tant critiqué par les Occidentaux, est un groupe privé. Mais après, sans doute, l'État russe va vouloir aussi se déployer au Mali. Question qui concerne directement cette présence russe au Mali. Le départ déjà annoncé des soldats français, des forces européennes en général. Ce déploiement de la Russie à côté au Mali, les conséquences directes pour le Sénégal et pour les autres pays voisins du Mali. Ce déploiement des forces russes, parce que Wagner, c'est la Russie, c'est le Kremlin, c'est Poutine. Il faut être très clair. C'est une entreprise certes privée sur le papier, mais qui est un instrument au service de l'expansion russe sur les terrains de conflit dans le monde. Wagner est en Syrie, Wagner est en Centrafrique, Wagner est sur tous les théâtres d'opération sur lesquels opère la Russie. C'est ça la réalité. Le déploiement de Wagner à la place de la force française est le signe d'une rupture géopolitique, géostratégique des anciennes colonies françaises vis-à-vis de l'ancienne métropole. C'est ça la première lecture. C'est que pendant des siècles, la relation france-africaine s'est déclinée selon des catégories d'esclavage, de colonisation, de néocolonisation, d'exploitation suprémaciste des Noirs par une culture dominante. Tout ça, c'est terminé. Les crimes économiques, les crimes de sang, les crimes politiques, vous savez, nous sommes de jeunes pays. La Russie en commet les crimes. La Russie en commet sur ses voisins. On a vu le conflit ukrainien, Poutine qui a sa main derrière. On a vu la Tchétchénie. On a vu. Oui, mais la Russie non plus n'est pas un pays philanthrope. Ouais. Elle gère ses intérêts. Son déploiement au Mali, c'est pas de la philanthropie non plus. Patrick Bretou, en juin 2016 au Tchad, lui, c'était le commandant de la force Barkhane, un général français
a lancé une phrase effroyable. Je le cite de mémoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous étions venus il y a 100 ans, nous sommes repartis il y a 40 ans, nous sommes encore revenus pour 100 ans. C'est une phrase effroyable. Qu'est-ce qui se passe concrètement en Afrique? C'est que la France déploie en Afrique, depuis les indépendances supposées de nos pays, 12 000 hommes. 12 000 hommes, c'est une armée qui encercle les positionnements militaires les plus stratégiques et les ressources naturelles les plus stratégiques. Il n'y a pas que la France qui se déploie. Non, attendez, c'est ça la réalité historique. Oui, oui. On parle du Mali et de la France. Qu'est-ce qui se passe? Quand la France est intervenue au Mali, la France a créé une scission de fait. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que pendant presque 8 ans, il y a eu une situation de statu quo où l'armée malienne était interdite de franchir la moitié du Mali pour aller reconquérir le nord. Une partition du pays. Voilà, une partition du pays de fait. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que la preuve, la France va se déployer au Niger. Pourquoi? Parce que la France ne quittera jamais, jamais cette zone des 3 frontières, parce que là se joue une géopolitique à la fois du pétrole, de l'or, mais surtout de l'uranium. L'uranium est au Niger. Donc on est dans une situation un peu sous le principe de ce qu'on appelle... Et le Niger va servir de base arrière maintenant aux forces européennes. Voilà, ce qu'on appelle l'équilibre par le chaos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France ne peut pas créer un chaos total, parce que dans la jungle, elle ne pourra pas non plus exploiter les richesses. Mais elle fragilise les pays africains de sorte qu'elle imposera les prix qu'elle voudra pour l'or, pour l'uranium, pour le pétrole. Et Florence Parly, vous savez, les femmes sont un peu plus sincères que les hommes. La ministre française des armées a dit en France quelque chose d'effroyable. Qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez, si on perd le Sahel, ça va retarder notre déploiement sur la zone stratégique et très riche du golfe de Guinée. Donc toute cette géopolitique est une géopolitique du pétrole, de l'uranium, de l'or. C'est ça la réalité. Tous les hommes introduits par l'armée française en Afrique encadrent des positions militaires stratégiques et des zones économiques particulièrement riches en matières premières stratégiques. Et non, chérie, c'est cette logique, de domination, c'est cette logique d'exploitation. J'allais même utiliser un mot violent. C'est cette logique de pillage que les Africains ne peuvent plus tolérer. Et la Russie, vous pensez qu'elle va faire quoi, la Russie, quand elle arrivera? La Russie, ce qu'elle fait, c'est très simple. La Russie est au Mali pour sécuriser la junte, c'est ça la réalité. Et conscient un tampon, parce que voilà, Wagner, c'est clairement une institution militaire privée qui se bat pour être payée. Mais Wagner a réglé beaucoup de problèmes. Hein. Dans d'autres pays, la Centrafrique par exemple, la France a toujours considéré la Centrafrique comme étant sa zone gardée. La France a toujours été dans une position de fragilisation de fait de la Centrafrique. Comme dit la ministre des Affaires étrangères France-africaine, il dit que la France a créé au niveau, elle s'appelle Sylvie Baïpomo, et qu'est-ce qu'elle dit? La France a créé en Centrafrique une logique de conservation du chaos. Qu'est-ce que ça veut dire la conservation du chaos? Ça veut dire faire de la sorte que nos pays soient toujours déstabilisés, que nos pays soient toujours fragilisés, pour qu'on puisse leur imposer les prix qu'on veut, les conditions qu'on veut pour accéder à leurs matières premières stratégiques. C'est ça la réalité. Et cette logique de domination coloniale, néocoloniale, suprémaciste est arrivée à son terme. Les conséquences pour le Sénégal, pour aller vite sur le sujet. Bon, le Sénégal est un pays très proche du Mali. Les djihadistes ont un seul rêve, venir à Dakar ou à Abidjan pour avoir un accès à la mer. Donc, l'idée qu'il y ait un rideau russe qui bloque les djihadistes au cœur du Mali, c'est objectivement quelque chose d'important et de bien pour le Sénégal. Objectivement. Objectivement. Parce que tant que cette sorte de ligne Maginot qui divise le Mali en deux n'est pas franchie par les djihadistes, ils n'ont aucune chance d'arriver à Dakar. Et de ce point de vue, c'est concrètement quelque chose de très important pour la sécurité intérieure du Sénégal. Chéri Rimsek, journaliste, notre invité dans le grand jury de RFM ce dimanche. La Guinée maintenant, et la junte au pouvoir. Les ennuis judiciaires pour l'opposant Cellou Dalein Diallo visé par une enquête pour corruption et enrichissement illicite présumé lors de la vente de biens, 2 avions pour être précis, de Air Guinée. C'était en 2002. Cellou Dalein Diallo était ministre des Transports.
La compagnie avait fait faillite. C'était en 2002, je rappelle. Cellou Dalein Diallo et cette junte actuelle, ce n'est pas fini puisque les militaires au pouvoir veulent également lui prendre sa maison à Conakry parce qu'ils estiment que la propriété a été acquise de façon illégale. L'avenir de Cellou Dalein Diallo, qui décidément a des problèmes avec tous les pouvoirs qui passent devant lui en Guinée. Simplement parce que Cellou Dalein Diallo est aujourd'hui l'homme le plus populaire objectivement en Guinée, qui dans le cadre d'une élection transparente en Guinée va l'emporter. Clairement, ça, tous les observateurs, tous ceux qui connaissent la vie politique en Guinée le savent. Pendant très longtemps, il a été un leader du pays Peul en Guinée. Aujourd'hui, Cellou Dalein Diallo est devenu un leader transversal qui, au cours des élections locales, a gagné des communes importantes en pays Soussou, en pays Malinké, en pays forestier. Donc aujourd'hui, s'il y a une élection transparente en Guinée, une élection qui se passe sous une supervision impartiale, Cellou Dalein Diallo gagne haut la main au premier tour. Tout le monde le sait. La junte au pouvoir a d'abord agité l'idée de l'éliminer par l'âge, c'est-à-dire d'introduire une disposition constitutionnelle qui limite les candidats à 70 ans, à l'âge limite de 70 ans. Il s'est opposé, normal. Joe Biden est arrivé à la tête des États-Unis à 78 ans. Alpha Condé, qui trônait sur la Guinée, est parti à 87 ans. Aujourd'hui, au moment où on parle, les chefs d'État, aujourd'hui, je ne sais pas, Alassane Dramane Ouattara a 80 ans. Je pense qu'il faut laisser les Guinéens, en âme et conscience, décider, sans aucune volonté d'imposer des filtres de nature, à éliminer certains candidats. Le fait de faire des lois ad hominem, de faire des lois intuitive personae, ou d'initier des poursuites juridiques, des poursuites judiciaires à visée purement politique, voire politicienne. Vous remettez en cause le bien fondé de ces accusations de corruption? Ces accusations n'ont aucun sens. Il faut savoir que quand Lansana Conté est arrivé au pouvoir en Guinée, en 1984, il a fait en 1985 un discours programme dans lequel il a demandé à ce que toutes les entreprises publiques de Guinée soient privatisées. Parce qu'on sortait d'un pouvoir communiste, d'un pouvoir collectiviste de 26 ans de Sékou Touré. Lansana Conté a ordonné par décret présidentiel, Lansana Conté a ordonné la privatisation de Air Guinée et la vente de ces 2 avions de Air Guinée par décret. Et dans le cadre de ce même décret, Lansana Conté a donné instruction au ministre des Finances de l'époque, Cheikh Camara, et au ministre des Transports de l'époque, Cellou Dalein Diallo, de veiller à l'application du décret. C'est à ce titre-là qu'une procédure judiciaire a été fabriquée pour dire que Cellou Dalein Diallo et Cheikh Camara, qui avaient été visés par le décret du président de la République d'alors, ordonnant, non seulement déclassant du patrimoine public les avions pour ordonner leur vente, c'est au titre de ce décret-là qu'on les poursuit. Il faut être sérieux. Je suis d'autant plus surpris. Maintenant, comment se sont déroulées les opérations? Oui. Non, les opérations sont... Vous savez, l'homme qui avait acheté les avions était un ami personnel du général Lansana Conté. Il s'appelle El Hadji Mamadou Sylla. C'est l'homme chez qui Lansana Conté prenait son riz au... Comment ça s'appelle? Son conquetrogbelli. Lui à l'huile rouge et au con tous les jours. C'est chez lui qu'il allait prendre le thé tous les jours. Et toutes les modalités de cette vente ont été négociées d'accord parti entre El Hadji Mamadou Sylla et Lansana Conté, qui a donné des instructions écrites à Cellou Dalein Diallo et au ministre des Finances de l'époque pour exécuter ces instructions. Mais si la junte veut faire la lumière, voilà des domaines dans lesquels on peut faire la lumière. La bauxite. Pendant les années Alpha Condé, 3 milliards de dollars ont été engrangés comme recette de bauxite. Personne n'a jamais vu aucune trace de cet argent dans les caisses du Trésor public guinéen. Voilà un domaine dans lequel il faut enquêter. L'armée de Guinée, tous les fonds qui ont été alloués, qui ont causé d'ailleurs un énorme mécontentement, qui ont dégénéré en coup d'état des forces spéciales, les millions de dollars qui ont été injectés dans ce secteur pour des armes qui ne sont jamais venues,
Voilà des secteurs dans lesquels il faut investiguer. Situation en Guinée à surveiller, cher Yérim, c'est qu'on traverse la frontière pour parler Casamance, avec la libération en début de semaine des 7 otages, des 7 soldats sénégalais de la force de la CEDEAO déployés en Gambie, qui a été pris en otage le 24 janvier à l'issue d'un accrochage entre ces forces-là et des rebelles du MFDC contrôlés par Salif Sadio, qui les a finalement libérés. Quel est ce que ça change? Quelle est la donne qu'il faut mettre devant pour analyser cette situation dans le sud du Sénégal avec Salif Sadio qui s'est fait un bon marketing avec ces accrochages meurtriers parce qu'on rappelle 4 soldats ont été tués au cours de ces combats. Quelle est la lecture qu'il faut poser sur la crise casamançaise qui dure maintenant 40 ans exactement? Babacar, sur la crise casamançaise, j'ai une position constante, dictée par une pensée du général Serbe Mladic qui disait que la frontière est une ligne rouge tracée par le sang et bordée par des tombeaux. C'est ça une frontière. C'est-à-dire que la terre, ça ne se négocie pas avec des paroles. Le territoire, ça ne se négocie pas avec des paroles. On trace la frontière avec du sang. Et toute frontière est bordée par des tombeaux. Le territoire, ça s'acquiert au bout de la baïonnette. Je ne connais pas une seule rébellion en Afrique qui est disparue au bout d'une négociation. La rébellion la plus tenace en Afrique, qui était la rébellion de Savimbi, a disparu parce qu'elle a été décapitée lorsque Savimbi a été tué. C'est aussi simple que ça. Je veux dire que les questions de territoire, les questions de frontières, les questions de souveraineté, ça se règle au bout du fusil. Ça ne se règle pas au bout des négociations. Ceci dit, il faut clairement que la position de la Gambie soit clarifiée. C'est très important. Tu sais, moi, il y a une chose que bien que je n'aime pas trop l'impérialisme américain, mais il y a une facette de cet impérialisme que j'admire. C'est-à-dire qu'au nom de ce qu'ils appellent l'intérêt vital des États-Unis, les Américains n'ont aucune limite, ni en droit international, ni en droit, ni en civilisation. C'est-à-dire, lorsque l'intérêt vital des États-Unis est en jeu, les Américains n'ont aucune limite. Et on est arrivé à un moment où, lorsque un quelconque pays de notre sous-région, que ce soit la Guinée-Bissau, que ce soit la Gambie, menace par une conduite d'aucune sorte l'intérêt vital du Sénégal, on est arrivé à un moment où le Sénégal doit prendre clairement ses responsabilités. C'est-à-dire ces rebelles-là, il faut les poursuivre partout où ils iront. Même s'ils se retrouvent au palais de Gambie, au palais de Banjul, il faut les retrouver là-bas pour les extraire. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que, parce que tu sais, il y a tout un flou autour du trafic de bois. La position de la Gambie n'est pas toujours nette. Bon, le partenaire Bissau-Guinée est peut-être un peu plus honnête, mais il n'a pas la totalité du pouvoir. Vous remettez en cause la sincérité de Adama Barrow. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais le trafic du bois continue de plus belle en Gambie. Tout le monde le sait. Tous les jours que Dieu fait, il y a de gros scandales qui éclatent autour de cargaisons qui sont découvertes. Tu vois, un trafic qui a pu un surrue via la Gambie, tout le monde le sait. Adama Barrow qu'on dit être dans l'escarcelle de Macky Sall pour caricaturer. On va mettre des guillemets. Ça, c'est de la diplomatie. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les fioritures diplomatiques, c'est la réalité du terrain. La réalité du terrain est que ce trafic de bois-là, qui est la mamelle nourricière de la rébellion, continue de plus belle en Gambie. Tous les jours, même la presse du Sénégal se fait l'écho de scandales autour de la découverte de cargaisons entières qui se promènent librement en Gambie, sous le regard presque indifférent des autorités de Gambie. Je veux dire, il faut régler chirurgicalement le problème de la Casamance. Encore faisant. La souveraineté, c'est une question de sang. Vous pensez que l'État sénégalais il est trop passif sur... Non, l'État sénégalais n'est pas passif, mais l'État sénégalais doit exiger plus de collaboration, plus de sincérité, plus de détermination de la part de ses alliés sous-régionaux. Parce qu'une petite rébellion nichée dans une partie de la Casamance, encadrée à la fois par le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie, ne peut pas nous emmerder comme ça si tous les acteurs jouent le jeu. Au début du règne de Adama Barrow, lorsqu'il était à fond dans la logique de collaboration avec le Sénégal,
la rébellion avait presque disparu. Pourquoi subitement la rébellion a pignon sur rue, la rébellion a des moyens logistiques, la rébellion arrive même à kidnapper des soldats sénégalais? Voilà les questions qu'il faut se poser. On reste à Casamance pour parler actualité politique sénégalaise. Ziguinchor, le nouveau maire s'appelle Ousmane Sonko. Parmi ses premières décisions, la création de nouvelles directions pour la municipalité et le changement de nom de rue, entre autres. Parfaitement d'accord avec lui. On ne peut pas continuer à appeler certaines rues, à laisser certaines de nos rues porter le nom d'anciens bourreaux de notre peuple. Par exemple, lorsque je voyais la statue de Faidherbe trôner sur la place de France en face de cette énorme bâtisse qui lui faisait office de bureau, je trouve que c'est une insulte aux résistants sénégalais dont les cœurs ont été déchiquetés il n'y a pas plus de 2 générations et dont le sang continue à gicler sur notre terre. Il n'y a aucune idée, il n'y a aucune possibilité que le nom d'un nazi allemand soit porté par une rue en France. Il faut arrêter. De ce point de vue, je suis parfaitement d'accord avec Sonko. Il faut débaptiser toutes les rues, mais ça ne doit pas s'arrêter qu'en Casamance. Il faut débaptiser toutes les rues de ce pays-là qui portent le nom d'anciens colons, d'anciens administrateurs de colonies, d'anciens dominateurs, d'anciens asservisseurs des populations africaines. Les maires et présidents de départements élus ou réélus lors des élections de janvier qui prennent fonction un à un et parfois dans la douleur, la polémique. Ce qui s'est passé à Guédiawaye, par exemple, le maire Yewi, Ahmed Aïdara, qui n'obtient pas la majorité dans l'équipe municipale. Des conseillers élus sur d'autres listes ont rallié le groupe de Benno Bokuyakar, dirigé par Ali Oussal, le maire sortant. L'installation du conseil municipal émaillée d'incidents. Comment analysez-vous le cas Guédiawaye avec ces scènes assez surréalistes qu'on a vues jeudi à la cérémonie d'installation? Guédiawaye a montré les failles de notre législation. À un moment donné, on s'était dit que le problème, c'était la non-élection du maire au suffrage universel. Direct. C'est-à-dire, l'idée, c'était d'élire le maire directement au suffrage. Mais ça ne règle pas le problème. Le précédent Guédiawaye nous montre qu'il faut pousser la législation plus loin. Au-delà du maire, il faut élire tous ses conseillers, tous ses adjoints au suffrage universel direct. Comme ça, le problème est réglé. Parce que, vous savez, on est dans des conjonctures économiques fragiles où l'impact de la corruption, où l'impact de l'argent, où l'impact du trafic d'influence politique peut fausser les résultats sortis des urnes. Pour corriger cette anomalie démocratique, il faut aller au bout de la réforme. Dire clairement que les maires, comme on fait aux États-Unis, c'est le président et son vice-président qui sont élus en même temps. Donc le maire et ses vice-présidents doivent être élus en même temps au suffrage universel direct, comme ça le problème est réglé. Parce que si on ne règle pas le problème, qu'est-ce qui va se passer? On va élire des maires qui, comme dit Ahmed Aïdara, à juste titre, seront entourés par des personnes hostiles. Il y a des maires qui avaient été élus dans ce pays-là sous l'ancienne législation qui n'ont jamais pu être maires. Parce que certains ont retourné le conseiller pour qu'ils votent pour quelqu'un qui ne s'est jamais présenté, qu'on n'a jamais vu, qui était un conseiller lambda, etc. Quand un maire, il n'a pas la majorité des conseillers avec lui, les risques de blocage sont énormes. D'où la nécessité de pousser la réforme plus loin en introduisant dans la loi sur les collectivités locales qu'aussi bien le maire que ses conseillers, ses adjoints sont élus dans l'ordre défini avant l'élection au suffrage universel direct. Comme ça, le problème est réglé. Pensez-vous que l'État pourrait intervenir à Guédiawaye si les problèmes persistent, s'il y a des blocages, en n'en plus finir peut-être? Tout dépend de l'intérêt de l'État. De ce qui, en tout cas, occupe les leviers les plus importants de l'État. Je pose la question parce que... Non, parce que l'État... Y a-t-il risque de voir une délégation spéciale installée à Guédiawaye à la tête de ceux qui ont élu? Aujourd'hui, le chaos arrange objectivement ce qu'on appelle l'État. On le dit de façon... On va dire l'exécutif. Abusif, voilà, l'exécutif. L'exécutif n'a aucun intérêt à intervenir dans la configuration actuelle à Guédiawaye. L'exécutif a intérêt qu'il y ait le maximum de désordre parce que c'est quand même un adversaire politique et pas n'importe lequel qui a gagné à Guédiawaye. Faut-il maintenant aller jusqu'à une délégation, ça c'est une hypothèse que je n'envisage pas, c'est trop gros. Barthélémy Diaz, lui,
a été installé également à la tête de la ville de Dakar. Pensez-vous que le président Macky Sall, pour rejoindre ce que vous venez de dire, pensez-vous que le président Macky Sall, il va collaborer avec les maires opposition et les aider à accomplir leur mission? Macky Sall doit collaborer avec les maires, quelle que soit leur coloration politique. Ça, c'est un minimum d'élégance démocratique. Macky Sall a vécu ici le feuilleton Khalifa Sall, entre autres. Non, Macky Sall a eu son candidat qui a compétit, qui a été vaincu et de façon très nette. La simple élégance démocratique, parce que la démocratie, c'est quand même une affaire de gentleman. La simple élégance démocratique lui impose de laisser ces maires-là travailler, de leur imputer une partie des impôts locaux que l'État collecte, de n'ériger en face de aucun obstacle de nature à les empêcher de travailler. Maintenant, moi j'ai bien lu l'art de la guerre. La politique, c'est pas qu'un rapport de force, c'est aussi un rapport de stratégie. Barthélemy ne peut pas y aller qu'avec la force. Et il a compris d'ailleurs. J'ai bien aimé son discours. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne viens pas à la tête de la mairie de Dakar dans une posture de combat contre les institutions de l'État. Ça, c'est intelligent. Nous sommes malheureusement en Afrique. Dans le contexte d'un pays africain, l'exécutif est encombrant, voire dévorant. C'est ça la réalité de nos pays. Donc je pense qu'il doit continuer à s'inscrire dans cette dynamique d'intelligence politique pour pouvoir travailler sans entrave. Macky Sall a attendu sur la nomination d'un Premier ministre après la restauration de ce poste qu'il avait supprimé en 2019. L'argument qu'il a fourni, qu'il a servi pour faire revenir la primature, sa présidence de l'Union africaine. Argument pas forcément convaincant. Non, mais c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que le départ de Mohamed Dionne a créé un vrai vide institutionnel au niveau de l'État et que beaucoup d'acteurs, beaucoup de parties prenantes de la vie nationale, comme les syndicats, comme les étudiants, comme les médias, comme les autorités religieuses, comme les chefferies traditionnelles, n'avaient plus d'interlocuteurs. Macky Sall était en front office. Voilà pourquoi la contestation de mars 2018 a été fracassante à son égard. Parce qu'il n'y avait plus de contre-feu pour le régime. Et donc, il n'y avait plus non plus de travail de coordination. Vous pensez vraiment qu'il n'y avait pas des raisons politiciennes dans sa décision? Non, je pense que la vraie raison... Au-delà des aspects techniques. Non, au départ, je peux prêter à Macky Sall la bonne foi qu'il voulait faire du fast-track. Non, franchement, dans l'euphorie de la victoire, lorsqu'il dit qu'on supprime le maillot de la primature pour aller plus vite, il faut lui concéder de la bonne foi. Mais à l'épreuve, le fait que c'est peut-être lié à la personnalité de Mohamed Dionne, qui était un interlocuteur très conciliant pour tout le monde, ce qui crée une sorte d'équilibre pour le régime. Mais dès qu'il a disparu, comme dans un château de cartes, tout s'est écroulé. Il n'y avait même plus de coordination du travail gouvernemental. Tout allait dans tous les sens. Un chef d'État, il n'est pas fait pour faire de la petite épicerie. C'est la réalité. Donc aujourd'hui, il y a un vrai besoin administratif, institutionnel d'un poste de Premier ministre pour le travail de coordination. C'est ça la réalité. Et qui va-t-il nommer à ce poste de Premier ministre maintenant? Moi, si je devais lui conseiller de nommer quelqu'un, je lui aurais dit de nommer une personnalité transversale qui, quoique politique, parce qu'il faut que cette personne soit politique. On va vers des échéances très importantes, les législatives de juillet 2022, dans lesquelles se joue la survie politique du régime. Parce que l'enjeu fondamental de cette élection, c'est d'éviter une cohabitation pour la première fois de l'histoire du Sénégal. Donc il faut que le Premier ministre soit politique. Mais il faut qu'il soit une personnalité suffisamment transversale pour apaiser le pays. Il faut que ce soit quelqu'un d'acceptable par une bonne partie de la population. Y compris par les grandes forces sociales qui traversent le pays. Avez-vous dressé des profils pour ça, potentiellement, qui peuvent occuper ces fonctions? Non, je ne sais pas, Macky Sall connaît les autres mieux que moi. C'est tout dans son camp politique. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il s'inscrit dans une logique d'un Premier ministre partisan ou d'un Premier ministre à la dimension sociale et politique étroite, on aura raté un virage important. D'autant que je pense que se joue aussi à travers cette nomination la bataille de 2024 pour le régime de Macky Sall.
La bataille autour de sa succession, Voilà, probablement. ça c'est très important. Le nom de Amadouba est souvent sorti. L'ancien ministre des Finances et ancien chef de la diplomatie sénégalaise restait-il toujours vraiment en course malgré la défaite de Benno aux élections territoriales dans plusieurs villes importantes? Bon, beaucoup de noms sont agités. Hein. Aminata Niane, ancienne directrice générale de la PIX, par exemple, Oui. mais sur le politique Ouais. dont vous avez dressé le portrait robot, est-ce que lui, dont le nom est souvent évoqué, il est vraiment l'homme qu'il faut, avec les conséquences politiques qu'on pourrait tirer des dernières élections territoriales? Je pense objectivement qu'il a la dimension politique, sociale et humaine pour assumer cette charge. Malgré son titre de coordinateur national de l'APR aux dernières élections et les défaites à Dakar, Thiès, Ziguinchor, Kaolack. Mais Macky Sall est le président de la coalition Benno Bokk Yakaar. La coalition a perdu, pour autant il reste président de la République. Et maintenant, les ministres qui doivent composer ce gouvernement à venir, le chef de l'État va-t-il faire comme en 2024, limoger ceux qui ont perdu à ces élections municipales et départementales? Va-t-il opter pour la même logique? Je n'ai jamais pensé qu'un gouvernement se constitue à l'aune de la politique politicienne. J'ai toujours pensé qu'il fallait concilier, certes, une certaine dimension politique, mais aussi avec une certaine technicité, une certaine expertise. Ce pays a besoin quand même d'hommes et de femmes, au-delà de la politique, mobilisés et capables de relever les défis qui se posent au pays. C'est ça, là, on sort d'une Covid particulièrement destructrice, avec un taux de croissance qui a dégringolé, avec un contexte sociopolitique et économique particulièrement éprouvant pour les populations. On a besoin d'hommes et de femmes capables, par leur expertise, d'apporter des réponses aux questions, aux besoins, aux attentes des Sénégalais. Nommer un gouvernement, un nouveau Premier ministre à 5 mois des élections législatives, alors, mais gouvernement provisoire alors? De toute façon, on est obligé, du fait de la réforme de la Constitution, c'est aujourd'hui la Constitution qui exige qu'on nomme un nouveau Premier ministre. Et dès lors qu'on nomme un nouveau Premier ministre, ça implique de facto un changement du gouvernement. Ça devient une contrainte constitutionnelle. Ça risque de revenir aussi voilà, au-delà des calculs politiciens. Ça transcende tous les calculs politiciens. Obligé aussi, au lendemain des législatives pas forcément. Tout dépend de la nature de l'équipe qu'il va porter. Tout dépend aussi de la composition de cette équipe et de la mission qu'il assigne à cette équipe. Ces élections législatives du 31 juillet prochain vont-elles confirmer la suprématie de Yewwi Askan Wi dans les villes que cette coalition de l'opposition a remportées au territorial? Yewwi Askan Wi a amorcé le début d'une dynamique. Mais Yewwi Askan Wi n'a pas fait un raz-de-marée. Si ces résultats-là étaient déportés sur des élections législatives, Benno Bokk Yakaar aurait eu la majorité à l'Assemblée nationale. Du fait du vote majoritaire? Non, du fait du vote majoritaire et du fait du vote par département. Et quand on dit, ouais. Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor constituent plus de 60% de l'électorat, et ces villes ont été perdues par Benno. Oui, mais au vu du nombre de votants, parce qu'il y a 40% de taux de participation, il ne faut pas se tromper. Au vu du nombre des votants, au vu du quantum d'élus aux législatives de ces localités, si aujourd'hui ces résultats étaient reportés sur une élection législative, c'est Benno Bokk Yakaar qui aurait eu la majorité parlementaire. Donc au niveau de Yewwi Askan Wi, il y a une dynamique de victoire qui a été enclenchée, mais qu'il faudra approfondir. Si on reste en l'état, Benno Bokk Yakaar continuera à être majoritaire au Parlement. Macky Sall et l'élection présidentielle en 2024, il ne va pas se présenter. C'est clair maintenant ou pas? Moi, ça n'a jamais été flou dans ma tête. Le Macky Sall que je connais, dans son intelligence politique, son analyse aiguë des situations et des faits, surtout après toute cette conjoncture heurtée, marquée par les événements de mars 2021, 2021, puis les coups d'État en Guinée, au Burkina Faso, au Mali. Macky Sall que je connais avec son sens de l'analyse des problèmes
Macky Sall qui est aujourd'hui président en exercice de l'Union africaine, qui ambitionne de faire un bilan qui plaquera, qui gravera son nom dans le marbre de l'histoire africaine. Macky Sall que je connais, pour moi, n'est pas candidat en 2024. Jusqu'à la preuve du contraire. Le tout nouveau président de l'Union africaine, Macky Sall. On a beaucoup parlé international, cher Rimsek, dans cette émission. On va terminer avec le sommet, justement, Union africaine, Union européenne cette semaine. Le win-win, encore évoqué, mais c'est toujours l'Europe qui gagne. Mais simplement parce que qui détient la, comme on dit, qui paye commande. Kagame a dit quelque chose de très important lorsqu'il a été porté à la tête de l'Union africaine. Il a dit, si même pour construire le siège de l'Union africaine, il faut recourir à de l'aide, la Chine. Il faut espérer aucune forme d'influence de l'Union africaine dans le monde. C'est aussi simple que ça. Je pense que Macky Sall peut, par des symboles, marquer son passage à la tête de l'Union africaine. Mais je ne pense pas qu'il puisse changer grand-chose. On est dans une configuration internationale dans laquelle aujourd'hui, des institutions comme l'Union africaine, la CEDEAO sont complètement décrédibilisées. J'ai entendu Macky Sall, dans un sursaut de volontarisme, dire que la CEDEAO n'a jamais été un syndicat de chefs d'État, etc., l'Union africaine. Mais la réalité historique, c'est que quand des présidents en exercice perpètrent des coups d'État civils, des coups d'État constitutionnels, massacrent leur peuple à coups de baïonnette, la CEDEAO ne pipe mot, l'Union africaine ne pond une ligne. Lorsqu'un coup d'État, qui est une autre forme de coup d'État militaire, survient, tout d'un coup, la CEDEAO et l'Union africaine dépoussièrent leurs anciens documents pour s'acharner en termes de sanctions, de réprimandes. Ça ne peut pas passer. Vous savez, les réseaux sociaux ont eu un impact déterminant dans le formatage citoyen des populations africaines. Aujourd'hui, les gens sont éveillés. Aujourd'hui, les gens comprennent les vrais enjeux. Les gens comprennent le deux poids, deux mesures de cette géopolitique internationale africaine, inéquitable envers les militaires et qui tolère toutes les dérives des pouvoirs en place. Le cas du Tchad, le coup d'État toléré au Tchad. Voilà. Donc, Partout voilà autant de questionnements que se posent les sociétés civiles. Et le précédent malien, encore une fois, doit être analysé pour moi par tous les analystes de la politique internationale. Le fait que la junte au Mali soit soutenue par toutes les sociétés civiles d'Afrique, sans exception, par tous les intellectuels africains, par toutes les forces de proposition d'Afrique, y compris les oppositions, pour moi est le signe qu'il y a un grand bouleversement dialectique dans la conception traditionnelle de nos rapports avec l'Occident, mais aussi des relations internationales. On fait également la promotion des coups d'État aussi. De la conception... Non, tu sais, un coup d'État est toujours illégal, mais il y a des coups d'État légitimes. Un coup d'État est illégal parce qu'un coup d'État est clairement un coup d'arrêt à la marche constitutionnelle d'un pays. Mais quand un coup d'État est applaudi par 5 millions de personnes qui descendent spontanément dans la rue pour l'appuyer, ce coup d'État, à défaut d'être légal, est légitime. Parce qu'il traduit la volonté populaire. Et là, on est au cœur du débat entre la légalité et la légitimité. En même temps, on joue avec le feu. Ibrahim Boubacar Keïta, qui était légal, a conduit son pays dans un climat de scandale continu, avec des élections volées, des caisses dérobées, des marchés d'armement destinés à l'armée malienne complètement traficotés, et qu'un pouvoir militaire qui vient à l'issue d'une insurrection civile, parce que le coup d'État n'était que le terme d'une insurrection civile. C'est toutes les forces de vivre du Mali qui se sont retrouvées dans la rue pendant des mois pour demander le départ d'Ibeka. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce qu'il faut restituer la chronologie des faits. L'armée n'a fait que capter le pouvoir pour éviter un bain de sang. Dans une configuration comme ça, à défaut d'être légal, le coup d'État est légitime. Merci, cher Rimsek. Merci d'être passé devant le grand jury de RFM. Déjà ? Oui, déjà. Merci à Yaya et Abdou qui étaient à la régie. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Les programmes continuent. Le grand jury la semaine prochaine. Bonne fin de week-end à tous.
te kan hamrayitin